Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les discussions qui se sont déroulées à la Nonciature apostolique la semaine dernière n'ont pas permis au protagonisme de trouver un accord politique. Plusieurs propositions de sortie de crise étaient sur la table des négociations. Le chef du gouvernement, AI, Jean-Michel Lapin, continue d'inciter les acteurs politiques à trouver un consensus en vue de mettre un terme à la crise sociopolitique qui a trop duré. L'opération dénommée Toile d'araignée se poursuit. 8 personnes, dont un policier, ont été arrêtées le week-end dernier, selon le porte-parole adjoint de l'institution policière, Gary Desrosiers. Aucun accord politique n'a été trouvé au terme de trois journées de discussions qui se sont déroulées la semaine dernière à la Nonciature apostolique. 2 propositions étaient sur la table en fin de soirée. L'une prévoyait la mise en place d'un gouvernement et le lancement de réformes. L'autre, une réduction de la durée du mandat du chef de l'État. Si certains acteurs de ce dialogue parlent d'échec, le corps groupe regrette qu'un accord n'ait pu être trouvé. Le conseiller du président, Jovenel Moïse, Jude Charles Faustin, parle d'avancées positives dans les discussions. Rappelant que le chef de l'État n'est pas attaché à un mandat, mais à des réformes, il a précisé que le président souhaitait une nouvelle constitution, un point sur lequel la plupart des intervenants étaient d'accord. Le dialogue va se poursuivre. Jude Charles Faustin en donne la garantie. Il a expliqué que les différents partis engagés dans les discussions sont en désaccord sur la provenance du prochain Premier ministre. On ne peut parler ni d'échec ni de succès en ce qui a trait aux discussions tenues la semaine dernière à la Nonciature. C'est ce que pensent Victor Benoît et Emmanuel Ménard, respectivement président et secrétaire général du Bloc démocratique pour le redressement national. Les 2 hommes politiques croient que les pourparlers doivent se poursuivre. Cependant, ils appellent l'équipe au pouvoir à faire preuve de plus de flexibilité, particulièrement en ce qui concerne le mandat présidentiel. Nous avons un accord de Marriott là, que nous avons mis sous table là, comme outils politiques que des ensembles politiques et de la société civile te joignent. Et sous base de ça, nous avons venu à une proposition claire qui était la réduction du mandat du président de la République. Pour nous deviner une feuille de route en 27 points en gros qui était accepté par les partis. Et nous avons demandé qu'il faut qu'il y ait une date pour le président quitter le pouvoir. Et nous avons venu proposer la date du 7 février 2021. C'est là que question campée. Et en gros, nous avons demandé la tenue d'une conférence nationale ou d'un dialogue national. Nous avons demandé pour procès Petro-Caribé, CIRH avec l'autre crime de sang qui fait dans le pays, le massacre. Et nous demandons tout pour gagner tout de suite un programme d'urgence qui pour attaquer problème insécurité, problème banditisme, problème économique, problème grand goût avec la vie chère. Donc nous dit que nous-mêmes comme démocrates, nous dit peuple là a pu mobiliser et puis n'a pu négocier pour nous joindre un accord. Côté, ce n'est pas un groupe qui a gagné, un groupe qui a perdu, mais une proposition de sortie de crise qui est claire, qui passait essentiellement par la réduction du mandat du président Jovenel Moïse. Négociation n'est pas finie, nous ne pouvons pas dire ni son succès, ni échoué. Nous devons dire nous pas jouer un accord au thème des 3 jours à l'Annonciature apostolique. Et nous-mêmes, les acteurs qui étaient chita botabla, nous demandons pour le comité haïtien d'initiative patriotique là, ajourner pour parler, pour nous capables, sous base, point, qui pas joindre consensus, qui pas joindre accord, pour nous capables chita, pour nous finaliser li. Si y a besoin d'un accord, nous avons besoin d'un accord. Et si là, ça nous pas besoin d'un accord, là, ça, nous avons gagné un procès verbal qui constate que même qui proposition qui est sous table là, et qui met groupe qui dit, il n'y a pas de marché là-dedans, qui fait nous pas besoin d'un accord.
Très peu d'informations ont filtré pendant les 3 jours de négociations, les 29, 30 et 31 janvier, à l'Annonciature apostolique, entre l'opposition et le gouvernement, tous deux à la recherche d'une sortie de crise. Une seule chose paraît certaine aujourd'hui, c'est que aucun accord politique n'a été trouvé, ce qui ne signifie pas forcément que les choses n'ont pas avancé. Alors, pour faire le point sur ces rencontres, nous avons avec nous ce soir M. Liné Balthazar, président du parti PHTK. Bonjour, M. Balthazar, et bienvenue sur le plateau de Metro News. Bonjour, Serge, et bonjour à tous les téléspectateurs de Metro News et Radio Metro News. Et c'est avec plaisir que je me mets à votre disposition pour répondre à préoccupations et téléspectateurs et tout l'ensemble des citoyens sur ce qui est passé à l'Annonciature. Justement, parce que je me dis là, en commençant, c'est que finalement, bon, nous t'évoyons des journalistes sur place à chaque fois, mais finalement, les informations étaient très secrètes. Personne ne voulait parler, ni le gouvernement, ni l'opposition. Alors, finalement, bon, M. Balthazar, commençons par le commencement. Il y avait donc une partie de l'opposition. Oui. Et il y avait évidemment le gouvernement, il y avait des représentants de la société civile et aussi de l'autre, l'Annonciature apostolique, c'est-à-dire les religieux. Disons les partenaires internationaux qui étaient là. Donc, globalement, la table, autour de table de négociation, les politiques, c'est-à-dire qui regroupent à travers 2 grands groupes, plus les non-alignés, c'est-à-dire groupe qui signataires de l'accord, les KINAM, groupe des représentants de groupes qui signataires de l'accord de Marriott, des non-alignés, des représentants de la société civile, c'est-à-dire civile, et puis et des observateurs nationaux qui étaient principalement constitués de religieux et de certains groupes et d'autres certaines. Et puis tout ça en background, comme les partenaires internationaux à travers le bureau des Nations Unies et l'OEA qui t'a servi nous de facilitateurs. Alors, il faut me dire très bien que ces facilitateurs, c'est des gens qui étaient réservés et effacés, qui n'ont pas pris part aux discussions, qui étaient tout simplement là à observer et peut-être un service logistique et de secrétariat, mais qui n'ont pas du tout participé aux discussions et plus de la facilitation plus qu'autre chose. Donc, discussion a démarré et les 2 premiers jours a déroulé très bien. Au point que nous-mêmes, nous pensions qu'entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, nous avons dit que c'est le verre à moitié plein parce que nous n'avons plus de points d'accord et sur des choses essentielles que de points de désaccord. Donc, et mon retenu, c'est vrai, c'est une pile de déception qui vient du fait que pas un accord qui signe. Mais là, nous avons des points sur lesquels des gens de l'opposition, des gens qui supportent le pouvoir et des gens de la société civile mettaient d'accord. On pensait que c'est une grande avancée. Première chose, c'est que tout le monde est d'accord qu'il y a une nécessité pour une réviser la constitution pays. Tout le monde d'accord aussi sur le mécanisme pour réviser là, à savoir mise en place d'une constituante. Et 3e point d'accord que nous avons fait, ratification par vote populaire, c'est-à-dire que la nouvelle constitution devrait être ratifiée par vote populaire. C'est-à-dire référendum? Un référendum. Le référendum n'est pas constitutionnel. Oui, sous l'empire de cette constitution-là, de l'actuelle constitution, oui. Mais si nous parlons d'une nouvelle constitution, pour ça, nous pensons que l'accord politique était nécessaire. Et puis, l'autre bagage que nous mettons d'accord, c'est que nous pourrons faire 2 nouvelles élections sous l'empire de la nouvelle constitution. Et dernier point, c'est que nous avons ébauché ensemble une tentative de feuille de route pour le prochain gouvernement. Donc, ouais, qu'il y a plus de points de divergence qui étaient gagnés entre nous, que nous avons réussi à mettre nous d'accord sur eux. Et là où Bagay vient bloqué sur le mandat du président et sur le mécanisme de nomination du Premier ministre et de répartition des responsabilités à l'intérieur du nouveau gouvernement. Voilà, et point de blocage. Donc, et nous sommes capables de dire que sur le mandat du président
Et il faut que nous pensions que nous connaissons qu'il y a des avancées qui sont faites dans les deux sens. Un, nous constatons que les gens signataires de Marriott, qui initialement ont sur une position qui te dit le départ immédiat du président, ils ont évolué à l'imposition, qu'on y a eu sur un départ ordonné et qui est capable d'ordonner sur une année. Donc, M. Balthazar, il y a une partie de l'opposition de Marriott qui a accepté Vinchita avec le gouvernement pour rechercher une sortie de crise. Oui. Donc, en ce sens, ils ont abandonné une position intransigeante que vous avez pris au début, qui disait faut que le président aille, pas rien qu'à fait tant que le pas aller. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. On a parlé de monde qui était sous table discussion avec nous, qui était signataire de l'accord de Marriott, et nous reconnaître que une évolution faite dans la position, il n'y a pas sous position faut que le président aille tout de suite. Il a dit départ ordonné, et départ ordonné, il a même ordonné sur une année. Et donc ça, nous pensons que c'est une évolution positive. Peut-être ça nous dit vraiment que les lignes ont bougé parce que nous n'avons pas content de ça avant. De notre côté, le président lui-même, il fait une avancée qui est significative aussi sur sa position. Parce que il vient rendre nous visite le 3e jour à l'annonciature, il prêtait seulement 3-4 minutes, saluer tout le monde, et puis il déclarait ceci, il dit moi-même, je ne suis pas attaché à un mandat, je suis attaché à des réformes et je suis prêt, et le président dit, je suis prêt pour me soumettre à un calendrier d'exécution des réformes qui sont réalistes. Ça veut dire que les réformes, compte tenu du fait que et l'opposition et le pouvoir sont d'accord pour changer la Constitution, faire une nouvelle constituante, fonds constituante, faire voter et nous faire de nouvelles élections sous l'empire de la nouvelle Constitution, nous pensons que là, on champ d'opportunités et c'est sous ça que le président dit, moi un calendrier de réformes qui est réaliste, m'a soumettre à ce calendrier de réforme et je suis prêt à me quitter à ce que moi quitter le pouvoir avant le terme constitutionnel de mon mandat. C'est ce point-là que Mdevle tendait dans Bouchot. Il a évoqué la possibilité de quitter le pouvoir avant le terme de son mandat. Et le président a été très clair, il dit lui-même, il est prêt pour lui et soumettre à un calendrier d'exécution de ces réformes qui est réaliste, et même si pour cela il doit quitter le pouvoir avant le terme constitutionnel de son mandat. Ça, donc, en effet, c'est une avancée majeure. Bien sûr que le président lui-même lui fait une avancée, et les gens de Marriott ont fait une avancée, et nous-mêmes tous, les signataires de l'accord de Kinam, nous sommes prêts pour nous faire des avancées significatives, et dans ce sens-là, nous avons des discussions à caractère technique sur la réalisation de ces réformes dans un délai déterminé. Et les gens de Marriott qui ont même omnibulé par cette histoire de couper mandat président et retirant un année là-dedans, ils ont dit nous pouvons réaliser ces réformes en 12 mois. Est-ce que c'est réaliste? Et à ce moment-là, nous-mêmes nous dit que ce n'est pas réaliste, c'est même inconcevable que nous pensions que nous avons fait 2 élections en 12 mois dans ce pays. Parce après avoir voté une nouvelle constitution. Après avoir voté une nouvelle constitution, parce que c'est une élection, il faut l'organiser. Deuxièmement, nous allons organiser des élections, et que ce soit législatives, et locales et présidentielles, sous l'empire de la nouvelle constitution. Ça fait encore une 2e élection. Il n'est pas raisonnable que pour nous mettre dans la tête que nous sommes capables de faire toute bagaille ça en 12 mois, et c'est peut-être ça. Nous, nous-mêmes, nous sommes prêts, nous avons dit que raisonnablement, ces choses-là, capables de concevoir selon l'espace de 18 mois. 18 mois, au terme desquels le président Jovenel Moïse a passé le mandat, l'échappe présidentielle à un nouveau président élu. Donc, oui, mais là, il y a un problème de calendrier là. OK, 18 mois passé l'échappe présidentielle à un nouveau président élu. Président élu sous quelle constitution? Sous l'empire par quel CEP?
C'est peut-être ça, nous dit nos amis de l'opposition. Une fois que nous entendons que l'on prend acte, parce que la déclaration du président a été inscrite dans procès-verbal des séances. Donc c'est très clair. Une fois que nous prenons acte que le président engagé pour lui soumettre à un calendrier d'exécution réaliste, nous mettez les dates sur ce calendrier et n'avouez que tout au plus que l'année 2020, nous sommes capables tout au plus, compte tenu de toute bagaille qui peut faire assises nationales, qui sont une sorte de conférence nationale, pour convoquer l'Assemblée constituante et rédiger la nouvelle constitution, la faire voter par tout au plus, nous avons fait ça dans 11 mois, ce qui nous amène à décembre 2020. Donc, décembre 2020, il y a une nouvelle constitution qui est publiée et les gens sont prêts maintenant à aller s'engager dans des élections sous l'empire de cette nouvelle constitution. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité d'avoir recours à un gouvernement d'union nationale qui assurerait la transition? C'est de ça nous avons commencé à discuter. À partir du moment où nous entendons sous calendrier, nous dit que nous allons initier les élections à partir de janvier 2021. Qu'on y a là, la deuxième pomme de discorde, c'était qui gouvernement qui va faire toute bagaille ça. Donc, mise en place d'un gouvernement d'union nationale, de sauvetage national, de tout ça. L'essentiel, c'est qu'on doit se mettre d'accord sur un mécanisme de nomination de nouveaux premiers ministres et deuxièmement, comment intégrer et répartir les responsabilités à l'intérieur entre les forces politiques qui vont composer ce gouvernement. Mécanisme et critères. Oui, l'un des mécanismes. Bien sûr. Est-ce qu'on a commencé à discuter nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de critères, d'autant plus que les amis de l'opposition avaient travaillé sur des critères, nous n'avons pas de problème avec eux. Et la chose pour nous mettre nous d'accord, c'est seulement, est-ce que nous avons un Premier ministre qui a sorti de l'opposition ou bien nous avons un Premier ministre qui a sorti par consensus. Et là, il y a une discussion, et c'est même parce que les gens de l'opposition ont été très intransigeants sur ce point ça. Ils ont même voulu que pour gagner un Premier ministre là, qui sortit des rangs de l'opposition, et nous-mêmes du côté de Kinam et des gens et d'autres personnes, nous avons souhaité que ce gouvernement, ce Premier ministre soit choisi par le président en concertation, par consensus, en concertation avec les forces qui auraient signé l'accord. Donc et comme discussion d'Antébini tombait très très tard dans la troisième journée, et nous pas mettons d'accord sur eux. Alors sur la question des mandats, il faut nous préciser aussi que sur la table de discussion, il y a eu des avancées. Les gens de l'opposition, nos camarades de l'opposition ont été intransigeants. Et on fait ça le 7 février 2021. Et puis au fur et à mesure, il y a d'autres propositions qui sont venues, que nous montrer que n'est pas réalisable, qui n'est pas réaliste. Il y a eu une première proposition qui dit on nous fait arriver jusqu'à mai 2021. Et puis une deuxième proposition sur la table, on nous fait arriver peut-être jusqu'à juin-juillet, et qui correspond plus ou moins à calendrier réaliste que nous avons effectué. Et puis et à ce moment-là, nous n'avons pas eu le temps de discuter valablement sur cette proposition. Mais nous pensons que nous-mêmes, dans les signataires de l'accord de Kinam, nous pensons qu'il est réaliste pour nous faire que les premières élections, s'ils initiées en janvier 2021, nous sommes capables de gagner un nouvel élu, que ce soit comme député, sénateur, éventuellement comme président, quelque part aux alentours de juin-juillet 2021. Auquel cas, le président serait prêt à partir avant le terme de son mandat, et le terme constitutionnel qui est de 7 février 2022. Donc il y a tout le monde qui bougeait l'igno, que ce soit les gens de Mariotte qui bougeaient de position initiale. Vous partez tout de suite maintenant,
c'est un départ ordonné. Vous partez, on discute après. Et on discute après. Maintenant, on commence à discuter. Puis, voilà. Donc il reste que les deux points litigieux, c'est le mandat du président sur lequel le président lui-même doit se fixer, et aussi le mécanisme de nomination d'un Premier ministre, et la répartition des forces politiques à l'intérieur de ce gouvernement. Et c'est ça, et c'est encore une décision du président. Bon, maintenant, la grande question, M. Balthazar, c'est que, bon, nous discutons pendant 3 jours, vous faites dire nous quelles sont les avancées qui ont été faites avec des concessions de part et d'autre, donc vous êtes en train de vous rapprocher, oui. Tout ça c'est parfait, mais est-ce que vous prévoyez d'autres discussions? Comme nous pas de gain temps fini, comme nous pas de gain temps sien et un accord politique en bonne et due forme, est-ce qu'il est prévu dans les jours qui viennent que les discussions reprennent? Petite parenthèse, c'était à l'initiative de qui? C'était à l'initiative Non, c'était à l'initiative d'un groupe. Nous mettez-nous d'accord sur ça, que c'est nous qui t'ai fait un groupe un comité d'initiative patriote et patriotique, et nous avons désigné des personnes qui pas impliquées, qui pas signataires ni de Kinam ni de Marriott, une personne de la société civile et une personne qui était représentée les chambres de commerce d'Haïti. Nous avons accepté l'idée que, à l'initiative de ces 3 personnes que nous-mêmes nous avons désignées, eux-mêmes ils ont convoqué nous avec le support technique des partenaires internationaux. Parce que il était un petit genre inconfortable pour certains groupes politiques pour dire que c'est étranger qui a convoqué. Donc nous avons trouvé cet artifice qui a marché très bien, et ça n'a choqué personne, au point que c'est monsieur Charles qui a très bien arbitré les débats, qui a modéré les débats pendant 3 jours. Monsieur Charles, Jean-Robert Charles, qui est le président de la Chambre du commerce du Centre, et qui était désigné pour représenter les chambres de commerce comme observateur à cette discussion, et il a bien fait ce travail. Un autre petit point, pourquoi l'annonciature apostolique? Pour l'annonciature apostolique, c'est parce que les premières discussions étaient faites déjà à l'annonciature apostolique le 17-18 décembre. C'était une première rencontre qui était faite. Et nous t'ai constitué, mais il n'a pas abouti, mais nous t'ai dit que c'est un point de départ. Cette discussion, ça a été faite le 17-18 décembre, c'est un point de départ. Et nous t'ai voulu et amplifier discussion, étendre à d'autres personnes et continuer et qu'un symbolique de l'annonciature apostolique là pour charge symbolique qu'elle représentait, neutre et supposément au-dessus des partis. Et l'annonciature a très bien joué son rôle, et c'est peut-être ça. Effectivement, les discussions ont été reprises à l'annonciature, le format qui était le même, sauf que tu n'as plus de représentation, à savoir que les gens de la classe politique, c'est des diversités, pas dans toute leur diversité, mais ils étaient là. Très bien. Alors, donc, je reprends ma question. Est-ce qu'un calendrier de continuation des discussions est déjà établi? Bon, nous quittons sur l'idée de nous revoir à huitaine. Mais c'est-à-dire l'idée de reprendre les discussions était déjà dans l'air, et tout le monde a accepté cette idée-là. Mais il faut nous reconnaître tout qu'il y a deux points fondamentaux que la discussion a été bloquée. Sur le mandat du président, pas de temps fait discussion sur lui, et sur le mécanisme de nomination d'un Premier ministre et le mécanisme de formation du gouvernement. Donc, il va falloir que sur ces 2 points-là, qu'il y ait des propositions concrètes qui sont faites par l'exécutif et par le président de la République, de manière à ce que, le groupe initial qui était là du 29, 30, 31 et janvier, que retourne à la table de façon sereine, et que ce que nous souhaitons surtout, que d'autres groupes qui étaient absents, que ont ressenti la nécessité pour venir participer à cette discussion. Parce que ça ne cap dit, et nous sommes convaincus de ça. Nous sommes en période de trêve. Une trêve, par définition, c'est une courte période de paix entre 2 batailles. Donc, nous avons maintenant l'obligation de construire la paix. Et c'est peut-être ça, nous mettons en tête, nous mettons, construire la paix. Si nous voulons construire la paix pour ce pays, et autour de cette table, il ne doit pas y avoir de vainqueurs et de vaincus. Il ne faut pas gagner
faut pas gagner le sentiment qu'il y a des gens qui viennent perdre la face ou bien il y a des gens qui viennent faire reddition. Donc la table de la paix que nous devons faire au cours faut autour de cette table, c'est des gens qui se sentent égaux parce que c'est des citoyens haïtiens qui sentent que le pays a traversé une grosse période de crise et que ont fait pour bailler contribution, ont fait les sacrifices qu'il faut de part et d'autre pour nous retirer le pays à l'instabilité qu'il y a pour installer la paix dans ce pays et dans les cœurs. Écoutez, Monsieur Liné Balthazar, je crois que vous avez parfaitement conclu cet entretien. Ce que vous venez de dire là résume parfaitement, je crois, le sentiment général. Cette trêve est nécessaire, la cessation des hostilités est nécessaire parce que c'est l'avenir de la patrie qui en dépend. Merci. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous à Métropole. Voilà, c'était Monsieur Liné Balthazar, président du parti PHTK, qui faisait la lumière sur ces fameux 3 jours de discussion à la nonciature apostolique et qui nous disait là où les lignes avaient bougé et pourquoi aujourd'hui il était plutôt animé d'un sentiment optimiste plutôt que pessimiste. Le chef du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, Jean-Michel Lapin, a fait savoir que le gouvernement continue de multiplier les efforts afin de faire régner un climat de paix sur l'ensemble du territoire. Le chef du gouvernement a indiqué que les autorités viennent tout juste de conclure un accord avec la communauté internationale en vue de la fourniture d'équipements en faveur de l'institution policière. Interrogé sur l'annonce faite la semaine dernière, selon laquelle la police serait dotée à partir du 31 janvier de grosses cylindrées, Jean-Michel Lapin explique que l'embargo sur les armes qui frappe le pays est à l'origine de ce retard constaté dans la livraison des matériels. Nous sommes très préoccupés, j'en ai dit déjà, et nous avons pris l'effort qui a fait pour nous capables de répondre à la responsabilité, nous, bien entendu, à travers la police nationale, qui a une mission à protéger et servir. Donc, comme nous connaissons, même gens avec les affaires de sécurité publique, sont des bagages qui demandent en pile stratégie, qui demandent planification, qui demandent action, qui demandent moyens. Pour les moyens, et moi, au niveau gouvernement, nous déjà répondons positivement. Donc, j'en annoncé déjà sur un pile station radio et nous connaissons même gens avec moi. Depuis plus de 20 ans, Haïti a fait objet d'un embargo sur les affaires matérielles et équipements police et militaires. Donc, nous faisons une fenêtre d'opportunité avec la communauté internationale là. Dans les prochains jours, je pense que la police nationale, qui est la seule structure, l'État, qui a pour mission de protéger et servir, à un État pour être capable de répondre à la responsabilité. Nous faisons retrouver nous face à la réalité. Nous avons espéré, après 3 jours de discussion, frères acteurs haïtiens qui sont même très préoccupés par la situation du pays d'Haïti, nous voulons chita ensemble pour être capables de aux nouvelles orientations, aux nouvelles dynamiques, à besoin. 7 février, c'est une date qui est toujours importante pour le peuple haïtien. Si nous avons fait un petit bac en arrière, nous ça veut dire 7 février 1986. Si 7 février a continué à représenter saleté dans le passé pour chaque haïtien, particulièrement haïtien qui est intéressé dans les affaires de gouvernance pays. Donc, c'est son date, et même avant, 2 ou 3 jours à l'avant, côté que tout le monde, Jean-Président Mandela, Vinchita, ensemble, pour nous faire un complot positif. Un complot positif pour Haïti et côté groupe, couche qui est plus vulnérable, capable de bénéficier d'éducation, sécurité, santé, logement. Défi assez ça lié et ça m'a demandé un consensus. Ça m'a demandé un consensus parce que nous allons décider de l'avenir de Timoun. Ça m'a demandé un consensus parce que nous devons décider tout de l'avenir
en pile retraité dans le pays. C'est responsabilité de l'État, mais c'est responsabilité de tout le monde qui est intéressé à la gouvernance du pays. Il y a une pile réflexion qui est faite, réflexion qui a abouti à une pile planification, réflexion qui a abouti à une pile stratégie et qui va avoir des actions. Et comme action, nous connaissons même, j'avais demandé des moyens, j'ai la police. Nous clamons ça. Donc nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, c'est responsabilité par nous. Nous allons mettre la police en état pour capable de répondre à besoin de sécurité. Chaque monde, quelle que soit la couche sociale. 8 personnes ont été arrêtées, dont un policier, et plusieurs matériels confisqués. C'est le bilan d'une opération menée par les agents de la PNH au cours du week-end écoulé, rapporte le porte-parole adjoint de cette institution, Gary Desrosiers. Dans le cadre de l'opération dénommée Toile d'araignée, les forces de l'ordre, à travers ces différentes unités spécialisées, notamment le BRI et le BLTS, ont travaillé sans relâche afin de résoudre le problème de l'insécurité, selon l'inspecteur Desrosiers. Samedi 1er février 2020, Titanien, zone Cabaret. Côté que la police a arrêté 8 personnes, dont un policier agent 1, qui est le dimanche Mackenzie, 24e promotion PNH là, qui est affecté dans la prison civile de l'Ancaillet. Il y a tout Jourdain Brunel, Jean Marx, Oximis, Ernst René, Claude Jean-François, également Luc Lucien, Désir Félisco, Blanc Mackenzie. Chef d'accusation, vol à main armée, détournement véhicule. Véhicule ça, machine ça, camion ça, il détourné, c'est pour aciérie d'articulier. Il y a 30 tonnes de fer là-dedans. Et suite à GPS qui est sur le camion, il permet de localiser côté qu'il a livré marchandises. Et dans le cadre de ça, la police a recherché Renault ainsi connu. Il y a tout Marcha ainsi connu que la police a recherché dans le cadre de ça. Il y a Mon Désir Abner. La police a arrêté pour braquage, détournement de marchandises, association malfaiteur. Il y a tout Fils-Aimé Jean Watson. Il a arrêté pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait le 7 janvier 2020. 4 personnes qui étaient assassinés jour ça sur route Cabaret. Il y a tout Jameson Elisme. Infraction reprochée, vol à main armée, association de malfaiteurs, vol de moto. Il y a tout Mon Désir John Sena, qui a arrêté en possession d'un véhicule de marque RAV4 de couleur noire. Véhicule ça, il a été volé le 5 décembre 2019 par des bandits armés. Selon rapport sous commissariat Kazoa, machine ça, c'est lui qui était enlevé une dame, côté que il était séquestré et il libéré contre rançon. 2 magistrats plaident pour que le directeur général de l'ULCC, Unité de lutte contre la corruption, ait un mandat et ne soit plus sujet à une nomination par arrêté présidentiel. Invité ce lundi à la rubrique Le Point, maître Edumé Ikenson, président du Réseau national des magistrats haïtiens, et maître Lucien Georges ont également demandé que les attributions de l'unité soient mieux cadrées par la loi. Les 2 magistrats reviennent d'un séjour de formation en France sur la lutte anti-corruption. Ou pas qu'à pour un monde qui lutter contre la corruption, tout le monde connaît dans quel niveau corruption est en Haïti, pour que c'est on arrête le présidentiel qui nomme le matin et qui est capable de révoquer le demain matin. Le mandat garantit fonction. l'ULCC pas doué encore sous couverture d'un décret, de une loi. Et c'est là le problème du Parlement. Et on voit que dans tout pays qui gagne cap lutter contre la corruption, contre la délinquance économique et financière, le Parlement a un rôle fondamental qu'il joue. Il y a une bagaille moi penser qui t'a doué fait s'il a modifié le décret, c'est clarifier mission ULCC. Je pense que un petit flou, précis article 8 là qui parle de façon que le nommé par arrêté présidentiel là, je pense que ça faut le modifier. Son mandat pour directeur a gagné, un mandat inamovible, article 8 là faut le modifier. C'est lui parler de façon nommée par arrêté présidentiel.
Et l'autre bagage que je pense pour yo capable faire c'est donner une certaine garantie au DG parce que le mandat que ça l'a fait mandat la ballon minimum de garantie que le connaît le toucher tel monde donc demain matin va provoquer donc on frayeur on peur que le pape gagne dans le cadre exercice mission. Et je pense tout les organes d'enquête de crimes financiers et dans tout pays moi yo côté mal fait expérience moi que yo très indépendant et autonome. La question de corruption est tellement sensible et ceci à travers presque toute société, les gens qui participent à la corruption, c'est presque, je dis presque, agents publics, soit de l'exécutif, soit de législatif, et même judiciaire, parce que parfois, lorsqu'on a un pouvoir, on a une tendance qu'on fait n'importe quoi. Donc, c'est ça qui fait que bataille contre la corruption, en nous-mêmes dans Renama, nous optons effectivement pour toucher le décret qui crée l'ULCC. Donc, pour tabac, responsable, ça a beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus d'autonomie pour que continuité au fait tout en respectant la loi. Signature ce lundi d'un accord entre le ministère de l'Éducation et l'Université d'État d'Haïti en vue d'apporter du neuf dans le système éducatif supérieur. Ce document prévoit notamment une réforme du processus d'intégration des étudiants de l'UEH et une meilleure gestion des stages pour les finissants. Ce protocole permettra à chaque partenaire de faire mieux dans le cadre de sa mission, d'utiliser ses ressources à meilleur escient au service de la nation. Déjà, des dispositions concrètes sont annoncées, entre autres l'admission automatique à l'UEH des 25 premiers lauréats nationaux du baccalauréat, la création de cadres de collaboration entre les UPR et l'UEH en leur qualité d'université publique, toutes financées par les taxes et impôts des citoyens. Ce protocole concerne toute l'UEH, dans toutes ses entités, de Port-au-Prince et de province, dans toutes ses filières de formation et de recherche, bien sûr, en tout premier lieu, l'école normale supérieure, la faculté de linguistique appliquée, le département de psychoéducation du campus de Limonade. Il se rapporte à tous les niveaux du système éducatif, c'est-à-dire du jardin d'enfants au supérieur, en passant par le fondamental et le secondaire. Je suis sûr que ce protocole est appelé à insuffler un dynamisme nouveau à la réforme éducative en cours depuis déjà plus de 40 ans, à augmenter l'efficacité interne et externe à tous les niveaux du système et à renforcer le rôle de l'éducation dans la formation de meilleurs citoyens et dans la transformation de notre nation. Il s'agit d'un partenariat porteur au regard de la réalité du monde actuel avec la raréfaction des ressources ajoutée aux grandes difficultés socio-économiques d'Haïti qui nous imposent des choix pragmatiques et des partenariats clés et clairs. Il nous faut innover en produisant à moindre coût avec des partenariats novateurs permettant une efficacité accrue en mettant en commun nos ressources et nos compétences. Le cadre d'action d'éducation 2030 ou les ODD sont d'ailleurs très précis sur les enjeux et l'importance des partenariats stratégiques entre les différents acteurs des secteurs publics et non publics en vue d'atteindre les objectifs fixés. Dès maintenant, je demande à mon directeur de cabinet et à tout le staff de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de finaliser les prochaines étapes dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, notamment pour le choix des 3 personnes du ministère qui vont faire partie du comité de suivi et d'évaluation. La direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, DERS, en tant qu'entité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, chargée de la gestion des dossiers de l'enseignement supérieur, doit jouer un rôle de premier plan pour le suivi de ce partenariat stratégique. Ce protocole d'accord s'inscrit dans cette dynamique de construire un vivre ensemble, un penser ensemble et un agir ensemble au bénéfice de la jeunesse,
avenir de la nation. Les élèves du centre de formation pour l'école fondamentale, CEFEF, situé à Martissant, ont manifesté ce lundi pour la 3e fois. Ils réclament la réouverture de l'institution. Ils ont bloqué la route au niveau de Martissant 1 et de la ruelle Sainte-Bernadette, ce qui a provoqué un embouteillage monstre à l'entrée sud de la capitale. Pour l'école fondamentale. C'est celle centre qui a formé enseignants au niveau fondamental, 1er, 2e, 3e cycle. De première année jusqu'à 9e année, c'est nous. C'est base l'éducation même. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.